Bonsoir et bienvenue dans le JT de la CAN. Le dénouement de cette 34e édition qui est en vue. On connaît désormais les deux finalistes. Nigeria face, et oui, la Côte d'Ivoire qui passe, qui l'aurait cru il y a encore 15 jours de cela. Avec moi en plateau, Xavier Barret et François Pinet. Merci messieurs de nous avoir rejoints. On va commencer bien sûr par la qualification des éléphants aux dépens de la République démocratique du Congo. Si les Ivoiriens ont souvent tremblé, c'est vrai, ces derniers matchs pour arracher leur qualification. Cette fois, ça a été un petit peu plus tranquille. Xavier, face à la RDC ce soir. Oui, ils ont mieux maîtrisé le match, même s'il y a eu cette petite alerte en début de rencontre. Après, ils ont eu des occasions en fin de première période qu'ils n'ont pas réussi à transformer. Une frappe incroyable, notamment avec sur le poteau et avec Haller aussi. Et puis après, en deuxième période, ils ont eu cette récompense, cette juste récompense avec ce très beau but. C'est une Côte d'Ivoire qu'on sent assez sereine maintenant. Après tout ce qu'elle a vécu, en fait, on a le sentiment que ces joueurs, ils disent de toute façon, il ne peut plus rien nous arriver. Et maintenant, ils ont trouvé une vraie sérénité dans le jeu. Et qui a été justement récompensé parce que je pense qu'ils étaient vraiment meilleurs. De la sérénité, de la maîtrise aussi peut-être, François. C'était le meilleur match de la Côte d'Ivoire de très très loin depuis le début de la compétition. C'est vrai qu'on a retrouvé aussi du jeu. Il y a de la maîtrise, mais il y a aussi du jeu. On a vu quelques séquences assez percutantes de la part des Ivoiriens. Je pense que les choix d'Emers Faé sont payants aussi ce soir parce que titularisé à l'air, on sait qu'il est arrivé en méforme, qu'il était blessé. Il n'a pas pu jouer les matchs du premier tour. Finalement, il a été très précieux quand il est entré en jeu. Là, c'était sa première titularisation. C'est lui qui marque ce but, pas très académique, mais si important. Et honnêtement, je ne pensais pas qu'il allait tenir autant de temps sur le terrain. Mais il n'est sans doute pas à 100%. Ah non, ça ne ressemble pas à Haller à 100%, ça c'est très clair, mais il a cette capacité aussi quand même de conserver le ballon, être très présent bien sûr dans le domaine aérien, il aurait pu marquer un deuxième but, bien évidemment. Et puis je pense qu'il donne beaucoup de confiance à ses coéquipiers. Je trouve qu'aussi le choix de mettre Adingra, qui avait été buteur lors du match contre le Mali, titulaire aussi, lui qui est un jeune joueur qui met un peu le feu aussi dans les défenses, ça a été récompensé. Donc en fait, pour l'instant, les choix d'Emers Faé sont à chaque fois récompensés. Quand il fait rentrer des joueurs, ça fonctionne. Là, il les a titularisés, ça a fonctionné. Et il y a d'autres choix dont on parlait hors antenne, Xavier, mais les chois de titulariser à nouveau Gradel ou encore Seri, de les avoir relancés finalement. Alors ça, c'est vraiment le propre du succès du duo, effectivement, Faé-Demel, qui ont relancé, après la phase de poule compliquée, qui ont relancé effectivement Jean-Michel Seri et Max-Alain Gradel. Maintenant, pour revenir sur... Max-Alain Gradel, 36 ans. 36 ans, Max-Alain. Sur le cas de Sébastien Haller, c'est un peu une victoire posthume quand même de Jean-Louis Gasset. Parce que Jean-Louis Gasset avait construit son équipe autour de Haller en voulant s'appuyer sur Haller, et en fait il est tombé parce qu'il n'a pas pu le faire, et qu'à l'arrivée il y a eu cette qualification vraiment chanceuse parce que la Côte d'Ivoire n'avait pas pu aligner ses meilleurs joueurs. Et là on voit que malgré 4 suspendus, l'effectif est riche, mais Haller en fait est unique, et un peu comme Giroud en équipe de France. C'est un joueur au profil très particulier, et quand vous développez un jeu autour de ce genre de profil, vous ne pouvez pas le remplacer. Vous avez d'autres très bons attaquants. On a vu que des garçons comme Crasso, comme Kwame ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont mouillé le maillot, mais ils n'ont pas cette même spécificité. Et c'est de là, je pense, que vient une grande partie des difficultés de la Côte d'Ivoire au premier tour. On va retrouver, messieurs, Cédric Ferreira, qui était au stade ce soir, dans ce stade Alassane Ouattara, qui a donc assisté à la qualification, à la victoire donc de la Côte d'Ivoire, je vous rappelle, face à la RDC. Victoire méritée, victoire logique pour vous aussi, Cédric. Oui, enfin on a assisté à une rencontre solide de la part des éléphants ivoiriens. Effectivement, c'est une victoire logique. Pas de scénario ahurissant, pas de retournement spectaculaire de situation, mais une victoire sur la plus petite des marges, 1-0, qui a fait exploser de joie forcément ce stade Alassane Ouattara. Comme en 2015, année du dernier titre de champion d'Afrique de la Côte d'Ivoire, les éléphants ont éliminé la République démocratique du Congo. Il y avait eu cette première période dominée par la Côte d'Ivoire, avec 2 occasions juste avant la pause par Sébastien Haller et Franck Kessié, ça frappe sur le poteau. Et puis en deuxième période, les léopards congolais ont eu bien du mal à se montrer dangereux, et ce but est intervenu à la 65e minute. Sébastien Haller, enfin titulaire, lui qui était très attendu, il était blessé au début du tournoi, il a été très précieux une nouvelle fois. Et puis en fin de rencontre, le sélectionneur des léopards congolais, Sébastien Desabre, a bien tenté quelques remplacements tactiques pour donner un nouveau souffle à son équipe, mais la Côte d'Ivoire était vraiment très solide. Elle a su gérer sa petite avance jusqu'au coup de sifflet final, jusqu'à cette joie collective où tout le banc ivoirien évidemment a couru sur la pelouse pour féliciter
l'intensité, les joueurs. Du côté des Léopards congolais, évidemment, beaucoup de déceptions. Et puis ensuite, ce stade d'Ebimpe qui a dansé comme un seul homme encore une fois sur le célèbre tube ici, coup de marteau. La Côte d'Ivoire qui va jouer la finale maintenant de sa Coupe d'Afrique des Nations. Il y a ce proverbe ivoirien qui dit qu'Abri mort n'a plus peur du couteau. C'est pour faire référence à cet état d'esprit qui anime les Ivoiriens, eux qui sont revenus de très loin, qui auraient pu imaginer voir la Côte d'Ivoire en finale après avoir perdu 4-0 contre la Guinée équatoriale. Il y a eu le miracle contre le Sénégal, un nouveau miracle contre le Mali, mais cette fois pas de miracle, une prestation solide. Rendez-vous maintenant dimanche contre le Nigeria pour cette finale. Cette génération ivoirienne a l'occasion d'offrir un 3e titre de champion d'Afrique à la Côte d'Ivoire et de prolonger un peu plus la liesse actuelle dans tout le pays. Cédric, vous parliez de coups de marteau et croyez-moi, vous avez bien fait d'en parler parce que je vous lance le défi ce soir, d'ici dimanche, d'ici la spéciale de dimanche, de nous faire un sujet sur... Non, pas chanter, pas de chanter. Mais je veux qu'il aille nous faire un sujet, qu'il aille dans les rues d'Abidjan et qu'il nous fasse profiter justement dans l'ambiance autour de ce tube de la Côte d'Ivoire. C'est le défi que je vous lance ce soir et on attend votre sujet dimanche. Et vous lancerez votre sujet en chantant. Je voulais vous parler avec plaisir. De la communion maintenant qui est totale avec ce public ivoirien. On se rappelle de ces supporters des éléphants qui étaient très en colère après la défaite 4-0 face à la Guinée équatoriale. Les éléphants qui étaient quasiment éliminés de leur Coupe d'Afrique des Nations. Désormais, ils sont tous derrière cette équipe. Effectivement, il y a eu un vrai revirement chez les supporters. Je me souviens encore des images ici même dans ce stade. Les supporters qui quittaient les tribunes avant la fin du match contre la Guinée équatoriale. Cette défaite 4-0 qui était absolument furieux contre les sélectionneurs, contre les joueurs qu'ils accusaient de ne pas se battre sur le terrain. Et puis après, il y a eu cette victoire contre le Sénégal qui a tout changé. En tout cas, sur le terrain, évidemment, ce n'était pas encore très convaincant. Mais chez les supporters, ils croyaient à ce titre de champion d'Afrique. Ils croyaient voir la Côte d'Ivoire garder le trophée, c'est ce qu'il répète depuis des semaines déjà. La Coupe d'Afrique reste ici. Il ne reste plus qu'un match maintenant aux éléphants pour garder ce trophée. Mais c'est vrai qu'on sent vraiment tout un peuple qui, on l'a déjà dit plusieurs fois dans notre émission, un peuple qui adore le football, qui est amoureux du ballon rond. Et c'était un drame pour eux de voir la Côte d'Ivoire quasiment aux portes de l'élimination. Maintenant, c'est un bonheur total. Il y avait eu la fête lors des qualifications précédentes. Il va y avoir la fête toute la nuit ici à Abidjan, je peux vous l'assurer. Et j'ose imaginer en cas de victoire dimanche pour cette finale contre le Nigeria. Merci Cédric, merci pour votre analyse ce soir et donc bon reportage d'ici dimanche. Donc retrouvailles, il reste un match effectivement assez ivoirien, retrouvailles avec le Nigeria puisqu'il s'était joué déjà ces deux équipes dans cette édition. C'était lors de la deuxième journée du premier tour. Phase de groupe effectivement et une victoire des Super Eagles. Le Nigeria qui s'était imposé un petit but à 0 mais match pauvre. Oui, un match très tactique. Où la Côte d'Ivoire avait dominé, avait eu la possession, mais le Nigeria avait su être très efficace avec cette défense de fer et avec ses contre-attaques menées par Moses Simon ou bien Victor Osimhen, bien sûr. Donc on risque d'avoir un peu le même profil de match, même si les joueurs, surtout côté ivoirien, risquent d'être un peu différents. Moi, j'ai été rassuré quand même de voir cette équipe ivoirienne ce soir, parce que je me dis qu'effectivement, il y avait quand même beaucoup de pression, même si, évidemment, on a rappelé le miracle ivoirien depuis le début, mais une demi-finale chez soi et se dire qu'on est à une marche de la finale, forcément, ça pèse. Et honnêtement, je les ai sentis quand même très libérés. Donc, je me dis que pour la finale... Évidemment, il va y avoir une pression énorme encore, bien évidemment, mais ils sont peut-être prêts. Ils sont prêts et ce match-là leur a peut-être fait du bien parce que je pense que dans les têtes, ils se sont sentis capables de faire des bonnes choses. Oui, et on arrête de parler de miracles parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de miracles et il y en a eu. Mais là, voilà, c'est un vrai match abouti du début jusqu'à la fin contre une équipe de République démocratique du Congo qui était quand même une équipe... Et sur le plan du jeu et sur le plan tactique, une réussite ce soir et des arguments à faire valoir dimanche prochain. En fait, ils ont retrouvé leurs moyens. Ils ont retrouvé des moyens dont on les savait capables, mais il manquait un peu de réussite, il manquait un joueur blessé, il manquait... Voilà. Et donc là, la force de cette équipe de Côte d'Ivoire, c'est d'avoir su se réinventer en un temps record, en s'appuyant sur ce qu'elle savait déjà faire, parce que les titulaires, ils sont toujours là, notamment derrière. Hein. On voit là, Odilon Kosonou est blessé, c'est Willy Boli qui prend sa place, mais les autres sont là. Serge Aurier est indisponible un match sur deux, mais il y a Zingo qui joue très bien sur le côté droit quand il le faut. Un bon match. Donc voilà, il y a un réservoir
de joueurs et surtout il y a un esprit d'équipe qui fait que cette Côte d'Ivoire, elle peut aller au bout. Et ce sera la 8e confrontation entre Nigérians et Ivoiriens dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. 4 victoires des Super Eagles. Il y a eu un match nul dans une phase de groupe. C'était dans les années... ça remonte. Dans les années 70. Ils sont remontés dans les années 80-90. Ouais, et 2 victoires ivoiriennes, dont la demi-finale en 2006. Les Ivoiriens qui avaient ensuite été battus en finale par l'Égypte. En début de soirée, c'est donc le Nigeria qui a validé sa place pour le stade d'Alassane Ouattara dimanche prochain. Et encore une fois, quel match, quelle demi-finale face aux Sud-Africains. Les Bafana Bafana qui quittent la compétition et ils la quittent plutôt la tête haute. C'est vrai qu'on les attendait sans doute pas en demi-finale. Défaite au tir au but face aux Super Eagles qui tenteront donc de décrocher les Nigérians leur 4e étoile continentale dimanche. À part une première mi-temps un peu ennuyeuse, ça a été un match qui restera peut-être dans les annales de la CAN, cette CAN-là en tout cas. Une bonne publicité pour l'arbitrage vidéo parce qu'on était à 2-0 à un moment donné avec le but d'Osimhen et finalement l'arbitre est revenu sur la faute qui était réelle dans la départ de l'action sur Percy Tau, le joueur sud-africain, et on s'est retrouvé à un but partout et on était tout proche de la victoire sud-africaine. Moi j'ai trouvé que le Nigeria avait mal débuté la partie et que les Sud-Africains avaient été bien meilleurs en première période. En fait, chaque équipe a eu ses temps forts. Je trouve que le Nigeria a logiquement ouvert le score également, avec encore une fois un gros travail d'Osimhen qui obtient le penalty. Il faut quand même saluer, même s'il n'est pas efficace sur cette compétition, parce qu'il n'en est qu'à un seul but. Honnêtement, il là-bas un travail énorme sur le front de l'attaque, donc il est indispensable à cette équipe. C'est pas lui qui tire les pénaltys, c'est Trostekong, mais quand même c'est lui qui l'obtient. Et puis c'est vrai qu'il y a eu, on n'était pas loin évidemment de la qualification de l'Afrique du Sud, parce qu'on se souvient de ces tirs au but. Moi je pense que les Sud-Africains, ils ont peut-être trop attendu les tirs au but en prolongation en imaginant que leur gardien Williams allait faire la même chose que lors du quart de finale. Finalement c'est un autre gardien qui a été le héros, et c'est un gardien qui joue en Afrique du Sud en plus. C'est ça la petite histoire. Nouabali, qui est un gardien qui ne devait pas être au départ titulaire, et finalement l'entraîneur du Nigeria a choisi, et c'est un choix fort, de le mettre titulaire pour cette compétition, et ça lui a réussi parce qu'il est vraiment plutôt bon depuis le début. Oui, il y a eu dans ce match des gardiens d'ailleurs, il y a eu finalement un peu un renversement des rôles. On pensait que dans cette série de tirs au but et même sur l'ensemble de ces exercices, Ronwen Williams était au-dessus des autres. Et en fait, le Nigeria, qui par le passé a déjà eu des très grands gardiens de but. On pense à Peter Rufai, par exemple, et puis bien sûr Vincent Enyama, qui avait été d'ailleurs pris Marc-Vivien Fouet du meilleur joueur africain de Ligue 1. Et bien là, ils ont avec ce Nouabali qu'on ne connaît pas trop en Europe, puisque effectivement il joue dans un club moyen en Afrique du Sud. Il joue à Chippa United, qui n'est pas un club de premier plan en Afrique Sud. Eh bien, ils ont réussi effectivement à faire la différence. Maintenant, ce jeu du Nigeria est un jeu assez stéréotypé, je trouve, cette défense à 3 Golgoth. Mais solide, hein. 3-3. En première période, c'est quand même une défense extrêmement solide. C'est quand même une équipe qui, au début, a démarré petitement avec ce match nul contre la Guinée équatoriale et qui, petit à petit, est montée en puissance. Alors oui, il y a de la solidité, mais c'est normal. Pour arriver au bout, il faut de la solidité. Comment est-ce qu'il a... Parce que ils ont trouvé une solidité en jouant aussi à 3 derrière avec Basset qui a été intégré dès le deuxième match, justement, contre la Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'ils ont changé le profil. Ils ont des latéraux très intéressants. Aïna est très intéressant. Oui, et après, à gauche, ça peut changer comme c'était le cas aujourd'hui. Mais en fait, José Peseiro, il a fait ce que font tous les entraîneurs de Ligue 1 quand ils sont en difficulté. Il renforce sa défense et il compte sur le talent individuel de ses attaquants. Alors forcément, quand on a des attaquants... Est-ce qu'elle compte trop, cette équipe-là, sur le talent d'Osimhen, Moses Simon, Lookman Adebola, qui est très bon aussi, qui a marqué 2 fois ou 3 fois même déjà dans cette CAN. 3 fois. C'est des joueurs bourrés de talent. Donc effectivement, quand vous avez des attaquants de cette envergure et que vous avez une défense avec 3 joueurs à plus d'1m90, 3 joueurs à plus d'1m90 en défense, donc forcément... Après, il faut comprendre aussi que quand on est le Nigeria et qu'on arrive à la Coupe d'Afrique des Nations, honnêtement, on n'en faisait pas un des favoris parce que les résultats précédents n'étaient pas bons. En Coupe du Monde, enfin en qualification de Coupe du Monde, il restait sur 2 matchs nuls, je crois, contre le Ghana. Et il n'avait pas vraiment réussi cette préparation. L'entraîneur Peseiro, il était très contesté. Même à un moment donné, la fédération, en fin d'année dernière, pensait à le remplacer, tout simplement, mais ils n'avaient pas les moyens, justement, de lui payer pour qu'il s'en aille. Donc lui, je le comprends. Il arrive, on lui dit, tu as une défense vraiment qui ne fonctionne pas. Et ben, il change le gardien et ça fonctionne.
Et il passe à cette défense à 3 en cours de compétition assez rapidement. Et il est en fin de contrat, je crois, toujours. Oui, alors c'est un entraîneur itinérant. Il a beaucoup voyagé déjà, mais s'il arrive à accrocher une Coupe d'Afrique des Nations, forcément, sa cote va remonter. Oui. Ils trouveront peut-être les finances pour le prolonger. Pour le conserver. Le Nigeria qui va donc disputer sa 8e finale de Coupe d'Afrique des Nations, tout de même. On les citait davantage parmi les outsiders en début de compétition. On les mettait pas vraiment au même rang que les Marocains, les Sénégalais, les Algériens. On les voyait un petit peu. Moi, je les mets toujours parmi les favoris, les Nigérians. Parce qu'en 20 participations, ils sont quand même allés 15 fois en demi-finale. Donc, c'est quand le Nigeria est là, parce que parfois, ils ne se qualifient pas, ça peut arriver, ou par le passé en tout cas. Maintenant, ils sont là presque à chaque fois. Le Nigeria, c'est 200 millions d'habitants, c'est des footballeurs dans tous les grands clubs européens, aussi en Amérique, au Moyen-Orient, partout. Donc après, le problème, c'est un choix de riche que doit faire le sélectionneur. Et c'est là où c'est important qu'il puisse travailler avec une certaine sérénité, ce qui n'était pas forcément le cas de José Peseiro. Mais là, voilà, ça a fonctionné, tant mieux pour eux. N'oubliez pas quand même que Boniface, par exemple, qui est un des très bons attaquants, très cotés actuellement, qui joue au Bayer Leverkusen, n'était pas là parce qu'il était blessé. Oui. Il y a Mofi qui a été rappelé au dernier moment, le Niçois, qui est d'ailleurs qui a fait ses débuts aujourd'hui. Donc il y a effectivement, en termes d'attaque, on sait qu'il y a de la densité du côté du Nigeria. C'est vrai que c'est pas le Nigeria qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 94 avec JJ Okocha, par exemple, au milieu de terrain. C'est sûr qu'il y a moins d'étincelles, donc ça plaît moins à Xavier, et ça je le comprends. Mais en même temps, c'est un Nigeria solide qui est monté en puissance et qui, sur ces rencontres, finalement, n'a rien volé du tout. Si elle est là aujourd'hui en finale, c'est tout à fait logique. Et on peut rajouter le forfait de Ndidi aussi, le milieu de terrain qui était passé par Leicester. Enfin voilà, mais ils ont des solutions, ils ont tellement de bons joueurs qu'ils peuvent faire 3 équipes. Et on aura le temps d'en parler donc de cette affiche de cette 34e édition. Côte d'Ivoire, Nigeria, dimanche 21h, coup d'envoi, heure de Paris. On sera là évidemment pour en parler avec vous François, avec vous Xavier, Hervé Kouamouo, Cédric Ferreira depuis la Côte d'Ivoire. Ils nous feront vivre ce match et cet avant-match donc jusqu'à dimanche avec leur sujet. Restez sur nos antennes et l'info se poursuit sur France 24.